je vous propose de démarrer. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette 12e conférence sur Industrie 4.0 Baldwin Partners. L'objectif, ça va être d'évoquer des cas concrets de ce qu'est l'Industrie 4.0. Et on a deux sociétés partenaires qui sont avec nous, représentées par Thierry et Loïc, qui vont nous présenter eux aussi justement leur expertise dans l'Industrie 4.0, des retours d'expérience concrets, des chiffres et des histoires. Donc merci beaucoup à tous d'être présents sur cette thématique qui va porter sur, le terme est là, quelles sont les clés de succès des chantiers Industrie 4.0. Donc je vais commencer par introduire le bal en rappelant quelques fondamentaux et donnant quelques news. Ensuite, on a Loïc qui va nous présenter l'approche Usita, puisque c'est le nom de sa structure, et Thierry ensuite l'approche côté diligence. Je ne sais pas si on dit diligence ou diligence à l'anglaise. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être là pour venir nous conter et nous narrer quelques histoires de l'industrie 4.0. Vous pouvez vous exprimer sur le chat, bien sûr, par rapport à des questions écrites. Et sinon, à la fin, il y aura un espace questions-réponses, comme je le disais tout à l'heure. Donc, en introduction, je vais vous citer un chiffre qui est un chiffre notable, selon moi, c'est que le classement Fortune 500 en l'an 2000, qui est un classement en fait des 500 entreprises les plus performantes, s'est retrouvé amputé 20 ans plus tard de 50% des entreprises. Donc 50% des entreprises les plus puissantes en l'an 2000 sont mortes ou sont découpées ou démembrées 20 ans après. Évidemment, je pense que vous percevez le pourquoi, c'est celles qui ont pris le virage d'Internet à l'époque. Donc, on a tous des souvenirs de Kodak, de Yahoo, de BlackBerry, par exemple, qui étaient des entreprises à fort potentiel, qui malheureusement n'ont pas pris un certain virage à un certain moment. Et je pense que vous comprenez très vite ma métaphore, c'est que selon moi, les entreprises industrielles qui ne prendront pas le virage de l'industrie 4.0 auront beaucoup de difficultés en fait, à se positionner sur un marché mondialisé où on a besoin d'avoir de la performance évidemment, mais aussi beaucoup de communication, parce que l'enjeu du 4.0, ce n'est pas que de la performance industrielle, il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la data, on va en reparler juste après. Alors c'est quoi ce truc 4.0, révolution industrielle, pourquoi 3.4, pourquoi 4.1 ou 4.7? En fait, c'est très simple, c'est l'histoire qui nous explique qu'on a eu 4 révolutions industrielles successives. La première, finalement, était la mécanisation grâce à la machine à vapeur. La seconde, c'était l'électricité en 1870, vous voyez sur le petit schéma. La troisième, c'était la robotique, finalement. Dans les années 70, on avait des gros robots très puissants dans des cages avec lesquels on ne pouvait pas interagir. Et finalement, la quatrième révolution, c'est celle de la data. C'est celle où finalement, à partir du salon de Hanovre en 2011-2012, c'est là que ça naît, on voit arriver en fait la convergence de plein de technologies et de l'ultra-accessibilité grâce à des nouveaux capteurs, à des nouvelles briques technologiques. Ces briques technologiques, je vous les ai listées un petit peu en dessous. Donc, il y a l'Internet des objets, il y a le big data, il y a l'impression additive, il y a la réalité virtuelle et la réalité mixte. Toutes les technologies sont matures au même moment et peuvent être mixées. Et il est là l'enjeu, en fait, et tout le potentiel si on sait l'exploiter et si on sait le mettre en place. On va en parler juste après. Pour vous donner quelques chiffres qui nous concernent, nous, Baldwin, on a proposé à nos clients, finalement, l'an passé, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 15 millions d'euros de gains, pardon, qu'on a proposé en plus de tous les gains qu'on rapporte déjà à nos clients. On a une structure de 60 personnes, donc les gains qu'on a pu mesurer et proposer, ça vous montre en fait l'esprit d'initiative et l'orientation sur la valeur ajoutée qu'on a au quotidien. Et ça, c'est grâce à tous nos consultants qui sont sur le terrain chez nos clients dans le secteur des transports et des énergies. Si je veux vous vulgariser très simplement, l'industrie 4.0, en fait, c'est les outils Excel de demain. Je sais que certains vont bondir sur leur chaise, mais j'essaie de prendre une métaphore simple. La difficulté, en fait, c'est de savoir par où est-ce qu'on va commencer quand on a la tête dans le guidon et qu'il faut produire. D'où l'intérêt des sociétés comme Baldwin pour se sortir la tête de l'eau, cadrer les projets, organiser les choses, piloter le changement et mettre en musique en fait l'implémentation de certaines de ces briques technologiques
dont on parle depuis tout à l'heure. Alors malheureusement, on a connu là dans les dernières années une crise sans précédent, une pandémie qu'on n'attendait pas vraiment, en tout cas pas sous cette forme. Le Covid a eu par contre quelques vertus, oui. Puisqu'on a tous, a priori tous, entreprises, perdu des clients en masse, perdu des moyens de production. On a modifié brutalement nos chaînes logistiques et nos logiques de partenaires. On a eu des changements radicaux de méthode de management à cause du télétravail. On a eu des changements de business model pour certains d'entre nous. Entre nous, je parle de toutes les entreprises de toutes les tailles, hein. Mais ça a aussi été finalement un grand accélérateur pour sortir les entreprises de leur zone de confort, hein, obligées malheureusement. Et aujourd'hui, finalement, ça s'est transformé en une crise de la supply chain avec des tensions mondiales sur les énergies, sur la chaîne logistique dans son ensemble. Tout ça avec une petite coloration de tendance inflationniste qui augmente. Donc, personnellement, en tout cas, on s'attend dans la direction Baldwin à avoir une autre crise qui arrive, qui serait la conséquence de toutes celles-là. Sous quelle forme sera-t-elle? On ne peut pas le deviner à l'avance. Mais dans tous les cas, on s'attend à ce qu'il y ait d'autres complications dans le contexte économique mondial. Voilà, je voulais remettre un point d'honneur à réexpliquer ce qu'est l'industrie 4.0. Pour nous, c'est la révolution de la data au sens large, et c'est finalement la révolution de la connaissance de ses clients. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, Google vous connaît mieux que vous, que votre compagne, via vos recherches, vos likes, les temps que vous passez sur certains sites ou les articles que vous publiez. Aujourd'hui, la finalité derrière ça, si un industriel arrive à faire ça avec ses clients, il arrivera à anticiper ses besoins, à produire au plus juste et donc à avoir une approche extrêmement ciblée sur ce que souhaite son client. Je crois que c'est le but quand même d'une entreprise au départ. Je voulais vous parler aussi du fait que dans l'industrie 4.0, on a réouvert la notion de client. Pourquoi? Parce qu'on est tous clients de quelqu'un d'autre. J'en suis intimement convaincu. Cette technologie de l'industrie 4.0, elle brise les frontières clients. On est tous clients de quelqu'un d'autre. Au niveau international, entre les grands groupes, entre les entreprises entre elles, entre services, voire même entre collègues. Parce qu'on parle de clients internes, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc tout le travail consiste en fait à prendre une information, exécuter, transformer, repasser l'information via un canal. Et tout ça, c'est évidemment bercé de complexité, et c'est un des enjeux aussi de l'industrie 4.0. Pour vous parler un petit peu plus de Baldwin, donc on est une structure d'une soixantaine de personnes, comme je vous le disais. On a un réseau autour de nous de 250 partenaires qui sont des startups ou qui sont des partenaires technologiques. Et on est établi sur 4 bureaux pour le moment, même si on a prévu d'en ouvrir d'autres plus tard. Et on a voilà, réalisé jusqu'ici une cinquantaine de workshops. Alors les workshops, finalement, c'est des formations pour nos clients, pour nos consultants, qui portent aussi bien sur des aspects techniques, technologiques, que sur des aspects managériaux et sur la culture du changement. Parce qu'en fait, ce sont 2 éléments constitutifs pour emmener et accompagner un client à faire différemment, et pour le transmettre, voilà, sur les steps des opérationnels, opérateurs techniciens, sur les steps des cadres, et sur les steps aussi des dirigeants, qui n'ont pas toujours les idées extrêmement claires sur tous ces sujets. Hem Je voulais vous parler de 5 exemples, classiques de solutions qu'on déploie, nous, en performance industrielle 4.0. Donc il y a, le classique, création d'une application mobile qui vous permet de piloter un projet, et un suivi en temps réel, via, un dashboard, via un tableau dynamique. On a le déploiement aussi d'automatisation et de vérification entre des plans d'un bureau d'études et des plans de production, via des extractions de données, de l'enrichissement et cetera. On a du reporting et du remontée d'erreurs sur des visites terrain ou via des opérateurs. Et tout cela, on peut aujourd'hui le faire sur des tablettes en digitalisant finalement le papier qu'on a tous connu. Le terme utilisé dans certaines entreprises, c'est paperless, on enlève le papier. C'est la numérisation des gammes opératoires, hein, finalement, si on doit résumer ça simplement. Et on est aussi en mesure de mettre en place des méthodes Scrum
Donc, c'est une méthode par itération successive qui permet de faire des petites erreurs doucement maîtrisées pour atteindre un niveau d'exigence élevé. Par exemple, on l'a fait entre des bureaux d'études et des méthodes et des services méthodes de nos clients. Les 10 principales difficultés qu'on a listées, je pense que elles sont intéressantes pour le public. C'est que très souvent, la première solution n'est pas la bonne. On le remarque puisque dans les workshops dont je vous parlais, on en a une cinquantaine à notre actif. On convie à chaque fois un de nos clients ou un de nos prospects pour qu'il nous parle d'une de ces problématiques. Alors, on a une méthode aussi pour décomposer un problème, pour être sûr de parler du vrai problème et de trouver la cause racine. Je dirais dans 80% des cas, on ne touche pas le fond du problème du premier coup. Donc déjà, il y a une difficulté à définir la problématique. Ensuite, on n'a pas toujours l'accès aux données. On pense l'avoir via un ERP qui est censé tout centraliser, et cetera. Pas toujours. Ou alors on est censé l'avoir via des fichiers Excel qu'il y a un peu partout dans son usine. C'est pas toujours le cas. Ensuite, on a une autre problématique que rencontrent nos clients, c'est qu'on a un retour sur investissement, un ROI, qui est très compliqué à chiffrer, mais qu'il faut absolument atteindre, puisque sinon ça ne justifie pas les investissements qui sont en jeu. Parfois, on a un désintérêt de la direction pour suivre le projet. Ça, c'est malheureusement, ça arrive malheureusement régulièrement. Parfois, on n'a aucune culture de l'initiative avec des systèmes de management trop directifs. En gros, vous tuez l'esprit initiative. De fait, pour instaurer un changement, c'est très compliqué puisque vous n'avez pas de relais sur le terrain. Vous avez tué les initiatives au fur et à mesure dans le passé. Ensuite, on peut avoir une charge de travail supplémentaire. C'est quand même une difficulté à noter. Et dans la culture du changement, on peut avoir aussi des personnes qui restent bloquées sur «c'était mieux avant». Donc là, la difficulté, c'est justement la culture du changement, expliquer que demain, ça sera sous telle forme et que les personnes vont pouvoir évoluer et s'épanouir. Je voulais maintenant lister en fait 3 conditions de succès qui me semblent indispensables aujourd'hui pour réussir un projet de transformation aussi petit ou grand soit-il, sur des petites ou sur des grandes organisations. Il y a une nécessité de simplifier et de décomposer le problème. J'en ai parlé juste avant. C'est, plus le temps passe, plus je moi, pour faire des phases d'avant-vente et accompagner des clients sur des problématiques complexes. Ensuite, on doit avoir en fait une équipe qui a des valeurs de responsabilité, des gens qui sont prêts à prendre, les succès et les échecs pour les transformer. Vous devez avoir des expertises en main, évidemment. Vous devez avoir une culture d'initiative forte parce que ça va vous permettre d'accélérer beaucoup plus vite dans la culture du changement, justement. Et une culture de la franchise qui permettra en fait d'expliquer les choses et pareil, dans ce système d'itération successif, de gagner beaucoup de temps. La dernière chose, c'est l'implication de l'équipe pilote. Ça, si ça vous intéresse, je peux vous renvoyer vers des conférences qu'on a déjà faites dans le passé. Elles sont toutes accessibles sur YouTube gratuitement. Une en particulier chez Air Liquide et une seconde qui a été faite chez Thales, où ils nous expliquent comment ils ont mis en place au tout début le changement avec des petites équipes, des petites teams qui étaient là pour tester beaucoup de choses, un peu comme un espace d'innovation, et qui rameutaient au fil des temps d'autres personnes autour d'eux. Et en fait, la culture du changement s'est instaurée comme ça dans ces groupes-là. Et pour vous teaser justement le Air Liquide, finalement, la personne qui est venue nous en parler, c'est lui qui a piloté le grand projet des usines autonomes Air Liquide, puisque Liquide a aujourd'hui des usines sans aucun opérateur. Tout est piloté via des automates et des systèmes informatiques complexes pour voilà, maîtriser les phases de processus industriels. Je voulais vous donner une petite news pour terminer, je m'arrêterai là, qui est toute neuve. En fait, sur l'usine du Creusot, le groupe Safran a déployé, là en 2022, c'est vraiment tout frais, des centres d'usinage automatisés. Alors, je prends cet exemple parce que vous allez voir que techniquement, c'est pas gagné. Et pourtant, ils ont réussi en fait à prendre ce challenge et à le transformer. Concrètement, ils fabriquent des disques de turbine pour les moteurs d'avion,
long courrier, Airbus ou Boeing, hein. Ils en fabriquent aujourd'hui 3500 par an et ils veulent passer à 5000. Ils savaient très bien que l'industrie 4.0 serait un des moyens d'y parvenir. Et la difficulté, ça a été évidemment la culture du changement, ça a été la réorganisation du pôle de production, ça a été de convaincre tout le monde qu'aujourd'hui les tâches étaient pénibles, il fallait les transformer pour faire autre chose. Euh, et voilà, je pourrais vous donner l'accès à la source, pardon. Ça leur a permis en fait d'augmenter en fait leur retour sur investissement sur leur site de 35% par rapport au business plan initial. Donc c'est très intéressant d'observer ça chez des groupes qui ont des budgets forts et qui arrivent quand même à chiffrer des retours sur investissement qui sont vraiment puissants parce qu'ils ont été très loin dans la mise en musique de plusieurs briques technologiques sur un site actuel. La news est tombée là il y a quelques jours, donc c'est tout frais. Voilà, l'introduction est faite sur Industrie 4.0. N'hésitez pas à vous exprimer sur le chat, je me répète. Je vais passer la main à l'entreprise Usitab. Merci beaucoup à toi, Loïc, et je te passe la main. Merci, Laurent. Ouais, voilà. Moi, je suis le fondateur et le dirigeant de la société Usitab. J'ai créé en 2014. On est une dizaine. On a un siège social à Avignon, mais on travaille partout en France et en Europe, notamment en Allemagne. Voilà, et on édite une solution dont je vais vous parler tout à l'heure. On a fait 2 levées de fonds. On a à peu près une centaine de clients actuellement. Je veux bien que tu passes. Je vais faire un petit état des lieux parce que je vais parler de moi un tout petit peu. En fait, avant de créer ça, de créer la société Usitab, j'étais dirigeant dans des usines, des grosses usines en fait, de 2 groupes américains dans l'agroalimentaire. Donc, j'ai travaillé dans 2 usines en région parisienne et dans 2 usines aussi en région dans le sud de la France. Voilà. Et cet état des lieux, le voici, c'est que j'avais à ma disposition, donc sur des grands groupes, en fait, hein, si tu peux changer, Laurent, je veux bien. Ouais, j'avais des logiciels, en fait. Je veux bien que tu mettes la slide suivante. Ok. Tu vois le slide de la digitalisation ou il y a peut-être un lag? Non, il y a peut-être du lag. Je vois état des lieux, là. Ah Je ouais, peux donc, continuer. tiens, c'est curieux. Je suis au slide système actuel, GMAO, GED. Ouais, c'est ça. Bon, je vois pas. C'est bon, je vais suivre comme ça. Alors, si les autres voient, c'est bon. Donc, moi, j'avais un ERP. En fait, j'étais directeur de prod à l'époque, en 2008, par exemple. Euh, donc, on avait un ERP, c'était SAP. Il est arrivé. Ça m'a pris 6 ingénieurs dans mon entreprise parce qu'ils accompagnaient 6 ingénieurs de SAP. Ils ont mis 6 mois à implémenter tout ça, même au niveau de la prod. Et on a mis 6 mois à s'en remettre puisque ça ne fonctionnait pas très, très bien au début. Cet ERP-là, il était accompagné de logiciels, voilà, de logiciels un peu plus anciens de gestion de la maintenance, qu'on appelle la GMAO. C'était du conditionnement d'herbes et d'épices, donc des grandes cadences. On avait des logiciels qu'on appelle des MES, de supervision de ligne de production. Et puis, on avait, puisqu'on était certifié, on avait tout un système de gestion de la documentation, donc qu'on appelle la GED. Donc, ça fait déjà 4 systèmes, plus un cinquième qui est pratiquement le plus important, qui est Excel, qui tournait avec Excel. Et puis, les petits liens que vous voyez entre ces logiciels-là, ils n'existaient pas en fait, hein. Donc, on en était à ressaisir de l'information d'un logiciel vers un autre logiciel. Quelle est la conséquence de cette architecture, on va dire, numérique ou informatique à l'époque? Donc, je veux bien que tu me passes le slide suivant, Laurent. C'est que ces logiciels-là étaient accessibles principalement au niveau du bureau des chefs d'équipe. Donc, si on voit le chef d'équipe, il est en haut à gauche, là, dans son bureau. La porte, elle est fermée. Il reçoit toutes les informations de ces logiciels-là. Il les imprime. Il va les mettre sur le terrain. Sur le terrain, il se débrouille avec. Ils vont compiler ils vont renseigner des papiers et puis ils vont lui redonner. Et lui, il va retaper ça dans les systèmes.
pour que quand on soit bon, quand on est bon, à peu près, moi j'avais 24 heures de laps de temps pour avoir une synthèse de tout ce qui s'était passé en prod en 3-8, matin, après-midi et nuit, pour pouvoir prendre des décisions. Donc on avait 24 heures de prise de décision. Mon N+1, mon directeur de site, lui, avant qu'il ait ses KPI, ses indicateurs, il lui fallait peut-être une semaine pour avoir. Donc l'idée, suite à cet état des lieux, c'est de faire sortir ce manager intermédiaire qui est dans son bureau et le mettre sur le terrain pour faire son vrai boulot, qui est d'animer et de résoudre des problèmes et d'animer sur la résolution de problèmes son équipe. Et donc de faire descendre ces informations-là au niveau du terrain. Alors, arrivé à l'époque, j'ai créé en 2014, mais le projet il a commencé en 2012 à peu près. Arrivé à l'époque des iPads qui tournaient, des tablettes qui tournaient pas trop mal. Donc, on a essayé de tester tout ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire sortir le chef d'équipe, de chasser cette non-valeur ajoutée de la ressaisie d'informations directement en mettant cette continuité numérique également sur le terrain. Donc, je vais parler de cette continuité numérique sur le prochain slide, puisque pour moi, elle a deux axes. Un axe vertical. Donc là, si on représente un peu une pyramide managériale classique, on va dire, avec sur l'axe du milieu, on va dire les ERP, enfin l'ERP, avec en dessous des logiciels métiers, GMAO, GED, les Excel. Sur le terrain, on avait surtout du papier. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le niveau du bas. C'est ce dont je vais vous parler. Nous, on est là-dedans, en fait. Et donc, on a développé une solution et ce qui a un objectif, c'est de chasser la non-valeur ajoutée de la recette. C'est-à-dire qu'on descend, on a beaucoup de descentes d'informations de tous ces logiciels-là. Comment je peux les descendre au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau opérationnel, là où ils en ont vraiment besoin, en temps réel, sur des tablettes, pour qu'ils puissent prendre des décisions. Donc, c'est la flèche de gauche qu'on voit qui descend. Et puis aussi, comment je peux faire remonter la data. Laurent en parlait, la data, elle est au cœur de l'industrie, de cette industrie 4.0. Moi, je vous parle que de ça, en fait, de la data. Et de la faire remonter dans les systèmes pour qu'on puisse éviter aussi de la ressaisie. On va le voir qu'il y a des temps de ressaisie qui sont phénoménaux dans les entreprises. Et puis aussi, travailler cette donnée pour pouvoir l'analyser et en tirer de l'information. Nous, on travaille sur toute la donnée qui est saisie en fait par les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de données de traçabilité. Il y a beaucoup de données sur des audits. En 2008, ça s'est tendu avec les clients. Il y a eu beaucoup d'audits à faire. Et les audits veulent dire beaucoup de choses à renseigner, beaucoup d'audits internes à réaliser. Donc, c'est cette donnée-là qu'on peut utiliser. Donc, nous, on est sur le bas, sur une continuité numérique verticale, mais aussi, on va s'attarder aussi sur quelque chose qui me semble super important. C'est cette continuité numérique, on va dire horizontale, transversale, qui est de transférer du savoir-faire. J'ai vécu des choses comme quand on rentre dans une usine d'épices, en fait, du leader mondial, par exemple, le métier il faut toujours déterminer un peu le métier qu'on a dans l'entreprise. Il y en a un ou deux, en fait, dans l'usine. Le métier, c'est le doseur, en fait. Le dosage d'épices à haute cadence, quelle que soit la densité de l'épice ou du type d'épice. Ça peut être du sel jusqu'à des herbes, enfin plein de choses. Et donc, il y a un vrai métier de réglage de cette machine-là, une vraie sensibilité. Et donc, les régleurs, les doseurs, on les appelle, si au niveau du management, ça se passait mal, quand ils allaient partir à la retraite, je les ai vus jeter leur classeur, enfin leur calepin avec toutes les informations qui étaient dessus. Donc, comment je peux, de manière simple, enfin, un niveau de management qui permet de le faire, une volonté de la direction qui permet de le faire, mais avec les outils numériques, je peux aussi très facilement créer des tutos, créer des choses comme ça et garder un peu le savoir-faire ou en tout cas le transmettre de manière facile sur cette strate-là du terrain. Et donc, c'est ce qu'on appelle la continuité numérique. Je voudrais juste revenir un petit peu, Laurent, je vais accélérer si tu veux que j'accélère, mais c'est juste pour dire par rapport à ces logiciels qui sont tout en bas, comme le nôtre, s'il y a un développement agile, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des logiciels qu'on a connus avec des ERP où c'est vraiment la grosse masse qui arrive, qui prend de la ressource, et là on révolutionne tout et puis on bascule directement à un moment donné, on passe du papier par exemple à ce logiciel-là. Là, on peut y aller tranquillement, de manière agile, en choisissant un cas d'usage, en choisissant un périmètre donné, vraiment pour y aller tranquillement. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse sur le niveau du bas. Le niveau du haut, c'est la BI, la Business Intelligence. C'est Power BI. Power BI, c'est quoi? C'est le devenir
enfin, c'est le futur d'Excel. C'est un logiciel qui permet de se connecter sur toutes les bases de données, puisque des logiciels qui sont en dessous, c'est des bases de données, et qui permet d'en créer des graphes, de faire de l'analyse très facilement. Là aussi, il y a un développement agile et c'était utilisé principalement par les financiers et on le voit arriver de plus en plus dans les entreprises. Voilà. Si tu veux bien passer sur le suivant, je veux bien, Laurent. Merci beaucoup. Donc, nous, on édite une solution qui est personnalisable. Ça me semble hyper important de s'adapter aux besoins de l'entreprise, donc hyper personnalisable sur deux axes en fait. Ce qu'on veut faire, c'est gagner du temps sur deux axes, éliminer la ressaisie, donc c'est cette continuité numérique verticale, et transmettre le savoir-faire interne, c'est cette continuité numérique transversale. Notre solution, on va l'accompagner, et forcément avec des outils, de l'accompagnement et puis des services. Et c'est à l'usage de la production, la maintenance et la qualité. Est-ce qu'on veut que ça soit très simple d'utilisation pour des opérateurs comme pour des managers de proximité en termes de paramétrage, puisqu'elle est très personnalisable. C'est un peu comme un Excel, mais un peu plus fun, un peu plus sympa à créer. Et c'est sans code. Voilà. Je veux bien que tu changes, Laurent. Donc, qu'est-ce que c'est que cette solution-là? C'est encore une fois, c'est très simple. C'est une solution où il y a deux logiciels. Il y a un logiciel qui est dans le cloud pour les managers de proximité, où ils vont pouvoir paramétrer 4 modules. Il y a 4 modules. Et ces modules qu'ils ont paramétrés, ils vont les affecter à des identifiants. Et un identifiant va se connecter sur une tablette et va avoir l'environnement, ce qui a été créé par son chef, en fait, pour travailler. Ils vont travailler, ils vont pouvoir travailler en mode non connecté. C'est hyper important de pouvoir travailler sur des solutions qui sont robustes, qui puissent fonctionner sans connexion et utiliser toutes les capacités d'une tablette. Il y en a plein des capacités d'une tablette. Il y a de la reconnaissance vocale, il y a de la prise de photos, il y a de la notation de photos, il y a plein de choses qui arrivent aussi. On peut même prendre de la dimension. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Nous, on se cantonne aux tablettes, pour l'instant. Et une fois qu'ils ont saisi tout ça, ça va remonter quand il y a la connexion de manière transparente pour l'utilisateur. Ça remonte sur le portail d'administration. Et là, on fait de la synthèse de données, on fait des tableaux de bord, on fait des choses comme ça. Donc, on a 4 modules sur cette solution-là qui s'appelle SynergyTab, un module d'édition de documents. Donc, c'est un peu, quand vous rentrez dans l'usine, c'est le classeur. Vous avez le classeur avec tous les documents. On a un module de création de formulaire. Vous rentrez dans l'usine, vous voyez sur les pupitres, il y a plein de choses d'enregistrement, donc des choses à noter pour pouvoir être ressaisi derrière. Donc, ça permet aussi de créer ces enregistrements-là. On a un module de création de mode opératoire. J'en parlerai un petit peu rapidement. Et un module de création de QCM aussi qui permet de surtout axer sur la formation. Voilà. Après, on fait de l'audit, du suivi de projet, de la formation, du développement d'interfaçage. L'interopérabilité, c'est quelque chose de très important. Vous vous souvenez les petites flèches que je vous ai montrées entre les RP, la GMAO, tout ça? Ça, on le fait. On peut dématérialiser aussi. C'est un vrai métier. Ce n'est pas un copier-coller du système actuel, papier. Même à des niveaux managériaux, je veux dire, avec des sociétés qui ont des référentiels intégrés, ISO, d'autres référentiels, c'est surtout pas un copier-coller de ce qui existe. Et on peut en profiter aussi pour optimiser ça. Et puis, on fait des tableaux de bord. Voilà. Donc là, je vais vous parler de 4 grands usages qu'on adresse. Oui, je veux bien que tu changes. 4 grands usages qu'on adresse, qu'on a vécu avec nos clients, c'est tout ce qui va être saisi des éléments de traçabilité. On a des gens, on a une personne ou deux par usine qui ressaisissent de l'information, des dossiers de l'eau. Donc beaucoup dans l'agroalimentaire, mais ça arrive de partout. C'est important la traçabilité. Il y a eu dans l'agroalimentaire, nous on a 50% de nos clients qui sont dans l'agroalimentaire. Vous avez peut-être entendu récemment pas mal de problèmes en agroalimentaire. Donc la traçabilité est hyper importante et ils sont challengés par leurs clients via des audits qui peuvent même maintenant être inopinés sur cette traçabilité. Et donc, si on y met un petit peu de numérique, ça va faciliter tout ça. La digitalisation des standards, on en a parlé. Je vais vous parler de l'accueil des nouveaux entrants rapidement. Et puis, quelque chose qui marche et que Laurent a parlé aussi pour Baldwin, c'est l'optimisation des inspections. Les inspections, c'est quoi? C'est des audits internes, c'est des rondes de maintenance, etc., etc. Donc ça, c'est assez important. Et c'est de la donnée qu'on vient collecter des machines. Et c'est de la donnée extérieure donc, qui, moi, me semble encore hyper importante à venir collecter quand on a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'usine. Voilà, pour rentrer un petit peu dans les détails, limiter la ressaisie. Donc, on a des lignes de production. Je vais rester sur mes exemples moyenne et haute cadence, en fait. Mais ça peut être partout pareil, ou sur le pupitre, vous allez voir de l'information qui va être saisie pour calculer les rendements de la machine.
des informations qui vont être saisies suite à une fiche qui a été imprimée, qui vient de l'ERP, pour pouvoir saisir tout ce qui va être quantité, tout ce qui va être qualité, les autocontrôles liés à cet ordre de fabrication, etc., etc. Là, on peut, grâce à ce genre de solution, se connecter avec l'ERP, faire descendre de l'information, taper un ordre de fabrication ou le flasher, par exemple, avoir toutes les informations qui vont se pré-remplir dans un formulaire créé par l'entreprise, créé par le manager de proximité. Et l'opérateur a juste à noter ses quantités, à noter ses contrôles. De manière très simple, en fait, il fait le contrôle, il dit que c'est bon, c'est pas bon, il note une valeur parce que c'est un paramètre physico-chimique ou de distance. Donc, il peut noter sa note et puis il va avoir des rouges ou des verts si c'est bon ou si c'est pas bon. Il va pouvoir prendre une photo si c'est des paramètres de couleur, des choses comme ça. Donc, on peut tracer un peu facilement, de manière factuelle, tout ce qui va être remonté directement. Et on met à disposition de l'opérateur cet enregistrement qui est le formulaire. Et sur la partie de gauche, si vous pouvez regarder un petit peu sur le slide, on va mettre une photo du produit qui est en train d'être préparé ou une instruction. Donc, on lit l'instruction avec l'enregistrement, ce qui est très ISO. Et c'est ce que permet, à mon avis, aussi de faire, l'avantage de faire ces solutions numériques, c'est de rapprocher de manière plus opérationnelle le système documentaire qualité, d'assurance qualité qui a été maintenu pour les clients, en fait, qui n'est pas forcément, colle pas forcément avec la réalité. Grâce à ce genre de solution, donc vous pouvez faire matcher en fait ce système documentaire en l'optimisant sur cette dématérialisation-là, suite à cette dématérialisation-là, avec l'opérationnel. Et là, on va faire gagner à peu près un FTE, enfin un équivalent temps plein, en fait, d'une personne qui ressaisit tous ces dossiers de l'eau. Ça peut être énorme et souvent, c'est 1 à 2 personnes qui font ça quand on a des usines qui tournent en 3-8. Alors, cette personne-là va être utilisée à quoi? Plus à ressaisir, en fait. On va l'accompagner pour qu'elle soit là pour faire de l'assurance qualité, de la formation, des audits et suivre un petit peu, être dans l'amélioration continue en fait, du système. Donc, voilà un peu ce que ça peut faire gagner. Je pense vraiment à un FTE à terme, sur 6 mois à peu près. Je vous reparlerai des ROI tout à l'heure, des retours sur investissement. Là, la dissection des standards, nous, on l'a vécu pendant la première vague. Un client, ils font des levures, donc ils sèchent des levures. Ils avaient un conditionnement, donc des tours d'atomisation avec des paramètres pour faire un conditionnement spécial pour des boulangers. Donc un gros conditionnement avec des paramètres physico-chimiques en amont qui était important. Donc ils ont un conditionnement pour simplifier de 50 kg. Et ils passent d'un seul coup, il n'y a plus de boulangerie ouverte, ils passent à un conditionnement de 1 kg pour pouvoir quand même être présent dans la grande distribution pour tous ceux qui font du pain. Donc les particuliers qui font du pain. Et ils se sont aperçus qu'avec des gens dans le Covid, des experts à la maison, en télétravail, des équipes, entre l'équipe de nuit et l'équipe du matin, par exemple. Donc ce changement de format, qui est un gros changement de format, était de 14 heures à 24 heures, plus ou moins 12 heures. Donc avec une grosse variation de changement de format. Donc ils ont engagé une démarche SMED, donc d'amélioration du changement de format, en mode commando grâce à la solution pour remonter facilement par des formulaires, par des photos, très simplement, de l'information du terrain, pour la faire traiter directement par les experts qui étaient à distance. Ils en sont sortis un mode opératoire, c'est-à-dire ils ont pris leurs documents avec des petites balises à cliquer qui ont été installées directement grâce à notre portail sur le module de création de mode opératoire, séquencés. Et à chaque fois qu'on appuie sur une des balises, la première, la deuxième, on peut ouvrir au choix soit de la saisie d'informations, soit de la vidéo qui va exprimer un peu la bonne pratique à faire. Et à chaque fois qu'on appuie sur ces balises-là, le manager a un rapport et on sait sur quelle étape il faut travailler pour la diminuer ou au moins chasser la variation de cette étape-là. Le résultat, ils sont arrivés à un temps de changement de format de 10 heures, plus ou moins 15 minutes sur toutes les équipes. Donc, ils ont diminué le temps de changement de format et ils ont aussi réduit la variation en fait, de ces temps de changement de format à 15 minutes, ce qui est quand même assez appréciable sur des problématiques actuelles. Laurent parlait de supply chain.
Si je peux maîtriser mon ordonnancement grâce à ça, c'est encore mieux. Voilà, donc un exemple sur ce cas-là, sur ce cas d'usage-là. Un deuxième qui est, un troisième plutôt, si tu veux bien passer. Ouais, le troisième, c'est les accueils des nouveaux entrants. Donc, beaucoup d'intérimaires, pareil, dans la pandémie, beaucoup d'intérimaires qui viennent remplacer. Des intérimaires qui, quand même, notamment sur la première vague, sur le retour de la première vague, en fait, étaient un peu, il y avait quand même, on sentait un peu on était un peu perplexe, un peu d'aller à l'usine, qu'est-ce qui a été mis en place à l'usine. Donc, il y a une problématique pour les managers, toujours de proximité, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment je peux informer mon intérimaire qui va arriver des problèmes du Covid, donc les règles que j'ai mis en place à respecter, et puis bah, évidemment, ça on l'a toujours, les règles de sécurité. Donc là, c'est un module qui permet très simple de poser des questions, de mettre à la disposition, de tout ça aussi personnalisable par un responsable. De mettre à disposition de la ressource, donc ça peut être l'accueil sécurité, ça peut être des images de la cafétéria avec comment on doit se placer sur la cafétéria. Et après, on propose une série de réponses, et puis il y a des bonnes et des mauvaises. Donc là, il suffit de donner la tablette à quelqu'un qui arrive, même à 5 heures du matin, remplacer quelqu'un au pied levé, lui donner la tablette, dans un coin où on n'est pas obligé de le sortir, il peut aller regarder un petit peu facilement sur la tablette des vidéos, répondre à des questions, et en temps réel sur son téléphone ou en allant voir la tablette, le manager de proximité pour savoir sur quel item l'intérimaire ou le nouvel entrant en fait n'a pas très bien compris pour pouvoir réexpliquer. Et on va avoir toute la traçabilité de cette formation-là pour pouvoir démontrer qu'on a bien formé la personne sur ces items-là. Bon, petit module, mais qui sert beaucoup pour ces accueils-là et qui peut éviter des drames, en fait. Voilà. Et puis, la dernière, c'est sur des grosses usines où on a je suis directeur d'usine, j'ai beaucoup de systèmes. Et donc, derrière, j'ai des audits de qualité à faire. J'ai aussi un responsable de maintenance qui vient faire des rondes. Nous, on travaille pas mal sur des rondes de maintenance, sur des gens qui cassent pas mal de matériel, ceux qui travaillent dans les carrières, par exemple. Mais si on veut de manière globale, sur une grosse usine qui a fabriqué du sucre, par exemple, énorme, je dois faire des audits. Je fais beaucoup d'audits dans beaucoup d'ateliers qui sont énormes et qui sont axés sur la sécurité, la qualité, l'environnement, ça peut être le rangement. Donc, je contrôle plein d'items. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que j'arrive avec un papier, j'ai un téléphone portable, donc dans le papier, j'ai toutes les questions à poser. J'ai un téléphone portable et puis je dois tout noter, je dois prendre des photos, je dois revenir dans mon atelier, dans mon bureau, et je dois remplir le rapport, je dois l'envoyer à la personne en charge, le copie son chef, et puis en même temps, je dois remplir une synthèse avec l'indicateur de l'audit pour pouvoir faire l'affichage. Eh bien, tout ça, on peut le préparer, le service qualité, assurance qualité ou d'autres, ou la maintenance peut préparer cette ronde, donc audit, inspection, directement sur une tablette. L'avantage, c'est que on va pouvoir avoir les référentiels, c'est-à-dire qu'on a la photo de comment ça doit être, si c'est rangé ou c'est pas rangé, ça devient factuel. Donc on peut commencer à dire attends, non, c'est pas rangé, regarde, c'est de la photo, et puis commencer à parler, à faire parler les gens entre eux. Donc il y a déjà quelque chose de très. On peut sensibiliser en fait. On va gagner du temps, on peut prendre des photos automatiquement. J'appuie sur des boutons, je fais la reconnaissance vocale pour dire quand c'est pas bon. Et quand j'ai terminé sur ma tablette, je fais envoyer et puis tout se fait automatiquement par des workflows d'envoi de mail, des workflows de remplissage de tableaux de bord, voire même d'Excel. Tout ça, ça va se faire automatiquement. Et on peut gagner, et là on le voit sur des gros audits, on gagne 4 heures par semaine. En fait. C'est un fait, on gagne 4 heures par semaine sur les audits. Et le directeur d'usine s'est dit, moi je vais le descendre d'un niveau managérial plus bas, cet audit. Dire qu'au lieu que ce soit des gens qui ont accès à des ordinateurs, je vais mettre des gens qui n'ont pas d'accès à des ordinateurs comme des opérateurs, d'un atelier vers un autre, qui vont auditer un autre atelier et vice-versa en fait. Et là, comme on a ramené du factuel aussi, on va susciter de la discussion, on va dire tiens, moi je fais ça, on va susciter de la discussion pour des bonnes pratiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui derrière amène ça, en fait. Pas que du factuel, pas que du gain de temps, mais aussi de la discussion et de l'échange de bonnes pratiques. Voilà, ça c'était mon quatrième cas. Les ROI, j'accélère si tu veux, les ROI, donc ils sont de 3 à 6 mois en fait.
de 3 à 6 mois. Souvent, on va gagner du temps sur la traçabilité, je vous en ai parlé, c'est vraiment des équivalents temps plein qu'on gagne là-dessus, donc on peut les transférer sur d'autres tâches à valeur ajoutée plus importante. L'autonomie des collaborateurs, on sait qu'actuellement, c'est quand même difficile de recruter. Si je recrute quelqu'un ou je transfère du savoir, je sais pas, si je fais de la TPM, entre de la maintenance niveau 1 vers de la production, je donne une tablette, c'est ça la bonne pratique. Cette bonne pratique, elle a été créée non pas par des encadrants ou j'en sais rien, mais par des experts. Donc, il y a eu vraiment une discussion, elle a été créée facilement avec des tutos, ce genre de choses. Donc, ça peut rendre facilement autonome des collaborateurs. Avoir l'information en temps réel pour décider, c'est aussi un axe d'autonomie au plus près des machines. La motivation des équipes, ça c'est indéniable. Nous, on le sait puisqu'on a beaucoup, beaucoup de tablettes qui sont en production dans des usines compliquées. Donc, je vous ai parlé des carrières, c'est assez compliqué en termes d'environnement. Des usines qui font qui font de la charcuterie où il y a 300 bouchées avec des codes de mailles. C'est assez avec des environnements et il y a très peu de casse. Donc, il y a vraiment une notion de motivation d'équipe, et ça, en discutant avec les opérateurs directement, c'est parce qu'on on ramène du factuel et il y a de la remontée d'informations factuelles, en fait. On ne peut pas dire, je ne l'ai pas remonté, c'est fait, c'est tracé, quoi. Le fait aussi, les ROI, donc, ils sont quand même difficilement ceux-là à quantifier, mais le fait de passer au digital, et je vous l'ai dit, l'erreur, ça serait de faire du copier-coller sur ce qui existe déjà sur le papier. Et quand c'est fait par des professionnels, en fait, par des gens qui connaissent les logiciels, mais qui ont été aussi, qui ont fait de la production, ou de la maintenance ou de la qualité, donc qui connaissent les systèmes, on va simplifier les procédés, le process, en fait, en digitalisant. Forcément, on va épurer certaines choses qui sont là depuis des années. Puis il y a une notion de modernité de l'usine, ça c'est un choix et ça peut faire signer plus facilement certains clients ou prospects quand on leur fait visiter l'usine et qu'on voit des opérateurs ou des hommes et des femmes de terrain qui travaillent sur une tablette. Voilà pour les retours sur Invest. Et puis si tu veux, je dois avoir deux derniers. Enfin, le dernier, c'est pour vous montrer que quand on a une solution comme ça, personnalisable, avec des tablettes qui peuvent fonctionner en mode non connecté, un logiciel qui est accessible sur le cloud, un cloud sécurisé français, on fait que tout est en France en fait. On peut travailler avec des grands groupes, comme des petits, on travaille avec des grands groupes qui ont 4-5 usines, et aussi par exemple des gens qui font de la confiture dans les Alpes du Sud, et ils sont 3. Donc ça peut s'adapter il faut que ça soit très personnalisable, qu'il y ait peu de besoins. En fait, il suffit d'avoir un routeur Wi-Fi quelque part et ça suffit. On peut déjà se lancer, acheter un iPad et puis se lancer. Donc on travaille dans tous les systèmes, beaucoup d'agroalimentaire parce qu'on a commencé dans l'agroalimentaire, mais on a dans des gens qui font de l'assemblage, d'automatisme, etc. Et on est aussi au centre de formation au métier de l'industrie, qui eux ont des lignes de production didactique pour la formation continue des opérateurs ou des alternants. On travaille avec eux pour les mettre en situation, donc comment créer un mode opératoire par exemple, avec des systèmes qui sont assez simples, comme des tablettes. Voilà, la slide suivante, c'est mes coordonnées si vous voulez me joindre. En tout cas, vous tapez usitap.com, vous pouvez nous joindre sans problème. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je me répète, on pourrait y répondre à la fin. Je te propose, Thierry, de prendre la suite, si tu es très bien dispo. Ouais, tout à fait. Parfait. Alors, voilà, donc en fait, finalement, vous voyez en avant-première notre nouveau logo qui marque aussi un changement au sein de Diligence. On vient de lever quelques fonds il y a 2 mois et on est aujourd'hui 8 personnes au sein de Diligence, société créée en 2016, et on prévoit d'être au moins 12 d'ici la fin de l'année. Donc, alors, pour l'instant, ce nouveau logo, vous le voyez là, vous le voyez, il sera aussi concrétisé sur notre site internet d'ici une dizaine de jours. Pour l'instant, on a encore l'ancien. Alors, nous, Diligence, en fait, on est une société qui est spécialisée dans les jumeaux numériques. Or, les jumeaux numériques, c'est, on va dire, assez vaste comme sujet. Nous, notre préoccupation majeure, c'est la dynamique des flux de production. Donc, on se focalise vraiment là-dessus, comprendre le flux, l'optimiser, finalement, quelque part, pour
gagner en productivité, gagner en capacité. Et si on regarde un peu la situation actuelle, c'est que finalement, si vous voulez faire des analyses sur des machines une à une, c'est extrêmement simple, vous pouvez déterminer facilement le TRS. Et donc là, de façon isolée, on sait dire les choses. En revanche, la vraie problématique, c'est que finalement, il y a un flux dans l'usine. Et il faut regarder finalement le flux dans sa globalité pour comprendre quelle est la capacité globale de l'installation. Et ça, on va dire, les approches classiques ne le permettent pas. Et c'est là que nous, avec notre solution DispoX, on apporte des réponses aux questions suivantes, c'est-à-dire quelle est par exemple la capacité de mon système de production. Par exemple, si demain je veux faire évoluer le mix de production, finalement, est-ce que j'ai la capacité? Si demain je dois produire davantage, est-ce que j'ai la capacité? On sait aussi déterminer quels sont les goulets d'étranglement. Là, à la limite, on n'est pas forcément très novateur. En revanche, finalement, là où on est peut-être plus novateur, c'est que si vous dites, OK, je vais augmenter la capacité de mon goulet d'étranglement de 20%, mais finalement, qu'est-ce que ça a comme impact global sur l'ensemble de la ligne, sur l'ensemble du système de production? Finalement, ce qu'on sait dire de façon simple, c'est que ça permet au maximum de gagner 20% de capacité en plus sur l'ensemble du système de production. Mais est-ce qu'on va réellement les gagner, ces 20%? Alors que nous, avec notre jumeau numérique, on est beaucoup plus précis, on sait déterminer finalement l'impact sur la ligne dans sa globalité. Donc voilà, alors ce que je vous propose, c'est que je vous présente quelques principes et après on va passer sur un cas client pour entrer plus concrètement dans la problématique. Donc, première chose, alors finalement, qu'est-ce que c'est que ce jumeau numérique? Donc vous avez l'usine et à côté de ça, en fait, on a un modèle, un jumeau numérique qui va représenter le fonctionnement de l'usine. Et pour ce faire, en fait, il faut qu'on injecte les données qui les données qui décrivent la production qui a eu lieu dans l'usine. Et à partir de ces données, nous, on va caractériser le fonctionnement de chaque machine. Et quand on a un jumeau numérique qui a été calibré, ça se fait au début de la démarche, derrière ensuite on peut simuler divers scénarios d'amélioration de l'usine et identifier quels sont les scénarios les plus pertinents, les actions les plus pertinentes, et derrière décider d'un plan d'action. Et une fois qu'on met en œuvre ce plan d'action, derrière, on va avoir une usine améliorée, on va dire, avec potentiellement les actions les plus pertinentes, donc potentiellement aussi à moindre coût, pour atteindre un niveau de capacité donnée, par exemple. Alors, on peut évoquer quelques atouts de DispoX, aussi, et de l'équipe Diligence aussi pour atteindre ces objectifs. C'est que, d'une part, en fait, on est surtout des experts de l'industrie et de la modélisation. Et donc, finalement, c'est vraiment des sujets qu'on maîtrise bien. Alors, par exemple, donc on évitera le problème classique qui va être le suivant, c'est-à-dire quand les gens souvent cherchent à modéliser, ils vont directement descendre à un niveau de détail finalement assez fin, mais de ce fait-là, les choses vont devenir beaucoup plus complexes et on va se noyer. Donc, il faut arriver à trouver le bon niveau de modélisation pour en tirer, on va dire, le plus de valeur, quitte par la suite, dans un deuxième temps, à entrer dans davantage de détails sur certains éléments de l'usine. Deuxième point aussi par rapport à cette expertise, notamment en modélisation, typiquement, je vais juste citer l'exemple de notre chief scientist qui est un ancien chercheur du MIT et qui, lui, a développé notamment des modèles analytiques pour modéliser les systèmes de production. Et qui dit modèle analytique dit qu'on est sur des systèmes qui sont extrêmement, en termes de puissance de calcul, c'est extrêmement rapide, comparé finalement à d'autres solutions qui sont la simulation d'événements discrets, où là, ça prend des heures, voire davantage, pour simuler des systèmes un peu complexes. Et donc, finalement, un autre avantage, bien sûr, c'est la rapidité d'exécution de la solution, ce qui permet derrière aussi, finalement, d'avoir la liberté de regarder, en fait, plein de scénarios possibles, d'explorer plein de scénarios possibles pour déterminer les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre. Et enfin, dernier sujet, finalement, il y a toute la problématique de la qualité de la donnée
Et là, on a aussi appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, on a à la fois un modèle robuste, et d'autre part, on a aussi tous des modules d'analyse, on va dire, et de retraitement de données pour avoir des données consistantes. Voilà, on peut changer de slide. Alors, notre démarche, finalement, c'est une démarche en 6 étapes. Alors, on intervient à la fois finalement sur des missions plutôt ponctuelles de diagnostic et d'établissement de plans d'action d'amélioration, tout comme on intervient aussi dans un projet de mise en œuvre de solutions. Donc, c'est un peu les deux types de projets, et finalement, on retrouve globalement ces mêmes étapes. La première étape, c'est vraiment l'étape du cadrage, de la définition du périmètre et des objectifs du jumeau numérique. Et ensuite, on a une étape, finalement, deux étapes qui se font en parallèle, de modélisation du flux et de collecte des données. Et comme tu le disais avant, Laurent, on ne touche pas le fond du problème du premier coup. Et effectivement, ici, finalement, on commence à modéliser, on voit qu'il y a tout ne correspond pas tout de suite, donc on passe un peu de temps pour affiner le modèle et en même temps aussi pour pouvoir collecter toutes les données nécessaires. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes, derrière, on peut assembler tout ça dans le cadre du jumeau numérique. Et la première étape, c'est de voir est-ce que par rapport à l'usine dont on connaît la performance, finalement, qu'est-ce que me dit mon jumeau numérique? Et là, on peut avoir des surprises. Soit c'est la bonne surprise, c'est finalement le jumeau numérique est bon du premier coup. Finalement, la modélisation qu'on fait, elle est conforme à la façon dont fonctionne l'usine, et là, donc, tout va bien. Soit il y a des écarts, et dans ce cas-là, il faut comprendre la cause de l'écart. Et typiquement, chez un de nos clients, c'était simplement un buffer qui isolait deux parties de l'usine qui avaient été totalement sous-dimensionnées dans le modèle. Finalement, je crois qu'il y avait, peu importe, mais il y avait un coefficient 30 entre ce qu'il y avait dans le modèle et la réalité, et c'était ça qui expliquait des différences assez importantes. Donc, effectivement, il y a toute cette phase des étapes 2, 3, 4 qui sont importantes pour arriver à un jumeau numérique qui correspond réellement à la réalité de l'usine. Et une fois qu'ensuite qu'on a ça, derrière, on peut poser le diagnostic, identifier les pistes d'amélioration les plus prometteuses et aller jusqu'à établir le plan d'action d'amélioration à mettre en œuvre. Et puis ensuite, on a l'étape 6, le déploiement, qui peut être soit le déploiement du plan d'action, si c'était une étude ponctuelle, c'est-à-dire finalement c'est notre client qui met en œuvre son plan d'action dans l'usine directement, soit finalement c'est le déploiement de la solution DispoX qu'on met en place dans l'usine. Voilà. Alors, et là, Loïc a parlé de continuité numérique, et nous aussi, on va en parler un peu. Finalement, nous, c'est entre les équipes de l'ingénierie et les équipes de production. Donc, typiquement, si vous concevez une nouvelle installation, généralement, les gens au niveau de l'ingénierie vont faire de la simulation, ils vont faire de la modélisation. Donc, ils ont des outils numériques. Et derrière, ensuite, on met en place les machines, on met en place l'usine. Et puis, généralement, ce qui se passe, c'est que on arrive dans l'usine, et là, les exploitants, eux, n'ont plus d'outils, ils ont au mieux Excel, mais finalement, on perd tout le savoir et toute la connaissance qu'on avait au niveau de l'ingénierie, on la perd sur le terrain, et finalement, on ne peut pas vraiment faire de retour d'expérience. Et nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permette de traiter, finalement, d'accompagner le projet sur l'ensemble du cycle de vie de l'usine, c'est-à-dire depuis l'ingénierie et ensuite en phase de production, d'une part en phase de montée en cadence finalement, et c'est là qu'on va aider à minimiser cette durée de montée en cadence en identifiant les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre, et ensuite en phase d'exploitation où vont se poser des questions de réduction de coûts ou d'augmentation de capacité. Et le fait d'avoir un outil en production permettra finalement, et si c'est le même outil entre l'ingénierie et la production, ça permettra finalement de comparer les écarts, enfin constater les écarts entre la modélisation initiale et finalement ce qui se passe réellement sur le terrain, et donc d'enrichir et d'améliorer on va dire, la modélisation faite au niveau de l'ingénierie pour les projets futurs. Alors, et je vous propose ensuite qu'on passe aux cas clients.
Voilà, donc ça, c'est un de nos clients qui est Stellantis. Alors, on est présent dans plusieurs usines, je vous en dirai quelques mots après. Et notre premier client, c'était l'usine de Rennes, qui avait des problématiques, on va dire, avant le Covid, d'augmentation de cadence de production. Et la partie de l'usine qui était le goulot d'étranglement, c'était le ferrage. Le ferrage, c'est là où vous assemblez les différentes pièces métalliques du véhicule jusqu'à aboutir à ce qu'on appelle la caisse en blanc, qui ensuite va passer à la cataphorèse, à la peinture et au montage. Donc, tout l'enjeu, c'était d'augmenter les cadences au niveau du ferrage pour que l'usine puisse délivrer davantage de véhicules. Alors, bien sûr, la chose très classique, c'est que pour analyser le flux, la seule chose dont il disposait, c'était d'un outil Excel qui était maîtrisé par une seule personne, qui avait aussi des apports limités, donc c'est pas très pérenne. Et sur la partie droite, ici, j'ai juste illustré un peu on va dire, quelques machines. Vous avez des îlots qui sont séparés par des buffers. Et le principe d'un buffer, c'est simplement de pouvoir absorber un peu les aléas qui peuvent se passer en amont ou en aval. Donc typiquement, exemple, voilà. Exemple sur l'îlot 1 tombe en panne. S'il n'y avait pas de buffer et qu'il n'y a pas d'encours entre l'îlot 1 et l'îlot 2, bah, ça veut dire que l'îlot 2 va s'arrêter immédiatement après l'îlot 1, puisque finalement, il n'y a pas de stock. En revanche, s'il y a du stock, bah, finalement, l'îlot 2 va pouvoir continuer de produire tant qu'il y a de stock dans le buffer 1. Donc ici, ce qu'on représente, c'est juste que nous, on récupère des données qui sortent de l'automate de l'usine, qui permettent de récupérer finalement des informations du type quels ont été les arrêts, quelle était la cause de l'arrêt de production sur un îlot donné, et puis aussi, finalement, dès qu'il y a une pièce qui est produite, il y a ce qu'on appelle un top pièce. On sait exactement à quelle heure, quelle minute, quelle seconde ça a été produit. C'est aussi une information qu'on récupère. Donc, c'est des données brutes qu'on récupère dans DispoX. Et après, derrière, ce sont ces données-là qui nous permettent d'aller caractériser le fonctionnement de chacun des îlots et aussi d'établir en dynamique la taille des buffers. Je passe changer de slide. Donc ici, juste une visualisation de cette ligne de production. Donc finalement, on voit on sent distinguer des petits carrés dans lesquels il y a des chiffres. Ça correspond aux différents îlots. Et juste aussi comme information, finalement, il y a des flèches qui sont peut-être pas forcément très bien visibles, mais grosso modo, le flux va plutôt de droite vers la gauche. Il descend ensuite, et puis un petit retour vers la droite en bas. Donc ici, je vais commencer par les carrés avec les chiffres à l'intérieur. Les chiffres, donc ce sont les îlots de production. Les chiffres correspondent aux cadences de production en isolation, c'est-à-dire en fait, c'est l'îlot, s'il n'était pas perturbé par des flux amont ou par des flux aval, voici la cadence à laquelle il tournerait. Donc vous voyez que il y a certains îlots qui fonctionnent à 31, d'autres à 28, 27 et autres. Et puis, vous avez une autre information, ce sont les cercles qui correspondent en fait aux buffers. Ici, je ne vais pas détailler le temps qui est précisé à l'intérieur de ces cercles, on pourra éventuellement y revenir après. Mais grosso modo, ici, on voit globalement une vision globale de cette ligne. Et puis, on voit qu'il y a sur la droite, on voit qu'il y a un petit carré bleu avec une flèche à l'intérieur. Et je propose qu'on passe sur le slide suivant, qui illustre finalement l'ouverture de cette page. Et ici, on a une page qui s'affiche dans laquelle on visualise la caractérisation des différents îlots de production, des différents modules de production. Et c'est une caractérisation finalement assez simple, par 3 valeurs principales qui sont le temps de cycle d'une part, qui sont ensuite ce qu'on appelle MTTR et MTTF. Alors pour les gens qui connaissent la maintenance, finalement c'est MTTR, MTTF, ça ressemble au MTTR, MTBF, MTTR, Mean Time to Repair, c'est le temps moyen de réparation quand une panne se produit, et puis MTBF, Mean Time Between Failures, c'est finalement la fréquence
des arrêts de production. Alors ici, dans nos MTTR, MTTF, en fait, on y mixe l'ensemble de toutes les causes d'arrêt possibles, qui peuvent être bien sûr des pannes machines, mais qui peuvent être aussi des arrêts fonctionnels et qui peuvent être aussi des attentes opérateurs si un opérateur n'était pas là pour préparer une pièce, par exemple. Donc tout ça, ça caractérise, donc vous voyez qu'il y a peu de paramètres pour caractériser ce fonctionnement. Et dans cet écran, finalement, les utilisateurs peuvent changer des valeurs de paramètres. Par exemple, ils peuvent réduire le temps de cycle sur une machine, peuvent réduire le MTTR ou ils peuvent augmenter le MTTF. Simplement en appuyant sur Tab, finalement, il y a un calcul qui va leur dire directement l'impact de cette modification sur la cadence de la ligne. Donc ici, il y a déjà, dans l'écran qu'on a ici, il y a déjà plusieurs améliorations qui avaient été faites et on voyait en haut à droite le gain obtenu qu'on retrouve ici aussi. Alors l'étape d'après, une fois qu'on a fait l'ensemble des améliorations qu'on souhaitait faire, on peut cliquer sur confirmer et on obtient ce graphique qui nous dit finalement dans quelle séquence optimale faire les améliorations. Donc ici, typiquement, il faudrait commencer par améliorer la ZRR, qui est vraiment le boulet d'étranglement. En améliorant la ZRR, je gagne 1% de cadence de production, et ensuite je bute sur un autre boulet d'étranglement, qui est l'armature inférieure, et là, si je l'améliore celle-ci, je peux encore gagner 0,97% de production, et je bute sur un autre boulet, etc., etc. Mais au global, en améliorant les 7 îlots ici, on va gagner un peu plus de 8% de cadence de production. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc ici, on a représenté 3 cas classiques de cas clients, finalement un peu dans les différents états du cycle de vie de l'usine. Donc Stellantis, on est présent plutôt dans les opérations, on est présent à l'usine de Rennes, et le ROI de ce projet, ça a été grosso modo 3 mois. Alors pourquoi 3 mois? C'est parce que finalement, c'était grosso modo le délai de mise en œuvre de la solution, qui était rentable dès sa mise en œuvre. Finalement, son coût était relativement faible comparé finalement aux enjeux de l'augmentation de cadence. On est aujourd'hui, toujours dans le groupe Stellantis, en phase de déploiement de notre solution au sein de l'usine de Poissy, qui fabrique les DS3 et les Opel Mokka, et qui a aussi un besoin, sur laquelle il y a une très forte demande, donc il y a un fort enjeu d'augmentation de la cadence. Autre projet ensuite, c'est Toyota, qui, en début 2021, nous a appelé. Ils avaient une problématique, ils allaient introduire un nouveau SUV dans leur usine de Valenciennes, en plus de la Yaris, et ce faisant, ils ont modifié certains éléments de l'usine. Ils ont perdu très fortement en RO, c'est-à-dire en rendement opérationnel. Ils ont pu, grâce à des actions en Kaizen, améliorer ce RO, mais rester toujours en dessous de l'objectif. Et donc, on a fait une action coup de poing pour venir modéliser l'usine, récupérer les données de production et derrière utiliser notre solution pour les aider à modéliser l'usine et à établir le plan d'action d'amélioration. Et dernier cas, c'est la RATP qui a une activité de maintenance industrielle. C'est-à-dire finalement, tous les quelques années, ils vont rénover de fond en comble les métros. Et typiquement, nous, on est intervenu sur la refonte d'un atelier de rénovation de bogies. Et donc, finalement, donc, il fallait dimensionner le nombre de postes de travail, aussi l'effectif requis dans un atelier donné, sachant qu'ils avaient prévu de doubler la production en l'espace de quelques années. Donc, ils étaient suffisamment contents de cette prestation et ils nous ont demandé ensuite finalement de venir présenter ce projet dans le cadre du Vivatech 2022 qui vient de s'écouler il y a quelques semaines. Autre point, alors je propose ici, autre client encore, Constellium, et là je reprends aussi un point qu'a évoqué Laurent, c'est-à-dire finalement, on ne touche pas le fond du problème du premier coup. Et effectivement, alors, Constellium fabrique de l'aluminium, et on est venu pour modéliser leur atelier de trempe, et derrière aussi mettre en place des règles d'ordonnancement pour gagner quelques points de productivité dans cet atelier qui est vraiment le boulet de l'usine.
Et en fait, on en est à la deuxième réalisation du jumeau numérique. La première version, finalement, ils avaient complètement oublié de nous donner un certain nombre de règles qui sont quand même relativement complexes. Et donc là, on est dans une phase de réécriture, on va dire, de l'algorithme, ce qui, finalement, qui a un coût, on va dire, minime par rapport à l'ensemble de l'application, mais c'est quand même une illustration assez intéressante de ce cas. Autre point qu'on peut évoquer sur Constellium, c'est que ils sont vraiment dans une production avec une très forte diversité. Et donc c'est des problématiques assez différentes de celles, par exemple, de Stellantis. Voilà, voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Il y a un dernier slide aussi avec de même mes coordonnées si vous aviez besoin de me contacter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Thierry, merci beaucoup. Ce que je vous propose, je voulais vous partager une application qu'on a créée en fait, où on diffuse une grosse partie finalement de notre expertise sur l'industrie 4.0 avec des livres blancs, des MOOC, des formations en ligne. Je vous mets dans le chat. Vous pouvez donc scanner le QR code ou directement dans le chat, je vous ai mis le lien vers l'application, qui est une application mobile. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, puisqu'on diffuse un certain nombre d'articles, des conférences. On en fait tous les 6 mois. Et c'est un bonheur à chaque fois d'animer ces thématiques-là. La prochaine conférence se fera en janvier 2023 maintenant, puisqu'on le fait tous les 6 mois. Donc à chaque fois, on sélectionne des intervenants pertinents sur les thèmes de l'industrie 4.0, industriels de différentes tailles, partenaires ou intégrateurs techniques de différentes tailles, pareil. Merci beaucoup, c'était un bonheur d'animer ça pour vous ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup.